Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Olivier Marlex. Bonjour. Bonjour Frédéric Ezisa. Alors, crise des carburants, inflation record, incertitude économique, appel à la grève générale, vote du budget grâce au 49.3. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, la France est-elle en crise? Sommes-nous à la veille d'une explosion sociale de grande ampleur? Dans ce contexte, la réforme des retraites est-elle encore une priorité, la priorité? Et puis, que proposent les Républicains, votre parti, pour répondre aux inquiétudes des Français? Présidence du parti, présidentielle, contribution au débat public, quelle est la bonne stratégie pour la droite? Mais pour commencer, Olivier Marlex, les motions de censure déposées par la NUPES et le Rassemblement national, pourquoi avez-vous décidé avec le groupe LR que vous dirigez de ne pas les voter? D'abord, le dépôt de l'engagement du 49.3 par le gouvernement, c'est pas une surprise. Ce gouvernement n'a pas de majorité, on le sait depuis le premier jour. Et donc, sur un moment aussi important que le vote du budget, qui est le moment qui synthétise finalement toute la politique que mène ce gouvernement pour le pays, il ne peut pas y avoir d'accord. Le fossé est trop grand. 150... D'accord avec le gouvernement ou d'accord avec dans l'Assemblée nationale, en tout cas avec mon groupe. Avec les oppositions. Notamment parce qu'il n'y a aucun effort en matière de réduction de la dépense publique. L'État va dépenser cette année 500 milliards alors qu'il n'a que 345 milliards de recettes. C'est-à-dire qu'il va emprunter tout le reste. Aujourd'hui, un tiers de nos dépenses sont financées par de la dette. Tout ça est irresponsable. Les taux d'intérêt augmentent. On est aujourd'hui autour de 3% sur des obligations à 10 ans. Entre 2,3, enfin au-delà un peu de... Non, ça oscille entre 2,5. On est monté près de 3%. Et donc, ça veut dire un risque d'explosion de la charge de la dette. Et malgré tout, le gouvernement accélère. C'est tout à fait irresponsable à nos yeux. Donc, on ne peut pas voter ce budget. Dès lors, il n'a pas d'autre choix que le 49.3. Oui, mais est-ce que vous auriez pu voter l'une des deux motions de censure? Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est effectivement une autre question. Ouais. Déposer une motion de censure. Écoutez, l'Assemblée nationale travaille depuis 8 mois. Déposer une motion de censure aujourd'hui, ça veut dire que qu'est-ce qui se passerait? Le gouvernement Borne 2 serait remplacé par un gouvernement Borne 3, Borne 4, Borne 5, puisqu'il va y avoir encore 4 ou 5 49.3 d'ici le mois de décembre. Ou le maire. Donc tout ça, le maire, je vous laisse poursuivre. Donc tout ça ne paraît pas sérieux. Les Français nous ont... En élisant cette Assemblée nationale, les Français ont mis le président de la République dans une situation de faiblesse politique. Ils lui demandent d'écouter les groupes d'opposition et ils demandent aux groupes d'opposition de faire preuve de montrer ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc on est tous en situation d'être responsables à l'Assemblée nationale. J'ai entendu Madame Le Pen dire qu'elle ne voulait pas bloquer le pays. Si c'est pour déposer 6 motions de censure en l'espace de 2 mois, ce ne sera pas la meilleure façon de montrer un travail intelligent à l'Assemblée. Est-ce qu'à l'avenir, vous vous interdisez soit de déposer une motion de censure, soit de voter une motion de censure contre le gouvernement, y compris si elle a été déposée par la NUPES ou le RN? Si un jour on doit déposer une motion de censure, on doit voter une motion de censure, ce sera celle que nous aurons choisi de déposer. Et évidemment, en cas de réel blocage, d'absence totale d'écoute, on s'interdit pas de le faire. C'est la capacité de notre groupe de le faire. Mais voilà, une fois encore, on est à 8 semaines de travail de cette nouvelle assemblée qu'ont désigné les Français. On respecte le suffrage des Français. Êtes-vous prêt à une dissolution dans la mesure où Emmanuel Macron a annoncé que si le gouvernement était renversé, donc suite à une motion de censure, il y aurait une dissolution? Oui, comme j'ai un peu le sentiment que la motion de censure qui aurait une chance d'être votée, c'est la nôtre, ça veut dire que c'est nous qui enclencherions, qui choisirions le moment de la dissolution. Donc, par définition, on serait tout à fait disposé à en affronter les conséquences. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt? C'est pas une difficulté. En gros, vous nous dites que c'est LR qui détient le bouton nucléaire de la dissolution. Si j'écoute le président de la République, oui, ouais. C'est ce que je comprends. Mais une fois encore, nous, on considère qu'il faut quand même essayer de travailler tous ensemble à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sans choisir, moi je pense que le gouvernement doit écouter tout le monde, compris tous les groupes d'opposition. Il ne doit pas faire le tri dans les groupes d'opposition, comme il est tenté de le faire parfois. Un minimum, et puis on verra après. Alors, certains disent, y compris dans votre camp, que vous représentez un peu une opposition de façade, une vraie fausse opposition, pris entre le marteau de Renaissance et l'enclume du Rassemblement national. Non, écoutez, nous on met des propositions régulièrement sur la table. On s'est battu, on a dénoncé le déficit, on a dénoncé plein de choses. En ce moment, j'espère qu'on y reviendra d'ailleurs sur la crise de l'énergie. Le gouvernement n'a aucune réponse à apporter aux entreprises. Voilà. Après, en réalité,
Qu'est-ce que les gens pensent faire? Une motion de censure, elle ne permettra pas de rejouer l'élection présidentielle. Si M. Mélenchon attend le 4e tour, le 5e tour de l'élection présidentielle, ou si Mme Le Pen espère perdre une nouvelle fois l'élection présidentielle, c'est sans doute pas pour tout de suite, et c'est pas à travers une motion de censure qu'on y arrivera. Je pense une fois encore, les Français nous ont donné mandat à tous d'essayer de travailler dans l'intérêt du pays. Donc, essayons un minimum. Alors justement, là, vous parlez de la crise des carburants, on va y venir. Le responsable de ce mouvement dans les raffineries, c'est la CGT, la direction de Total ou le gouvernement? Alors, la responsabilité est sans doute celle du gouvernement d'avoir tardé à prendre des mesures qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les discussions sociales internes à l'entreprise, et puis de l'autre, effectivement, super profit appelle super revendication. Voilà, c'est un peu mécanique, mais je pense que le gouvernement a vraiment tardé à comprendre les conséquences que tout ça aurait. Il a attendu 8 jours alors qu'il y avait déjà plus de carburant dans la moitié des stations avant de se poser la question de ce qu'il fallait faire. La semaine dernière, à votre micro, Geoffroy Roux de Bézieux disait la CGT, en tout cas les salariés grévistes, prennent les Français en otage. Oui, bien sûr, ça c'est évident, c'est un constat, etc. Mais ça n'empêchait pas le gouvernement de chercher à agir plutôt qu'il ne l'a fait. Est-ce que vous considérez que la CGT, son leader Philippe Martinez, se sont radicalisés et jouent à mettre de l'huile sur le feu, à embraser la situation et le climat social dans le pays? Oui, mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas à l'Assemblée nationale se laisser embarquer dans ce jeu-là. On ne veut pas participer, venir grossir le cortège de ceux qui veulent rajouter du désordre dans le pays. Monsieur Martinez a un congrès au printemps, je crois, au printemps de 2023. Voilà, on n'a pas de raison de venir ajouter de la France insoumise. Les communistes ont sans doute des raisons de soutenir de rajouter du chaos. Nous, on n'est évidemment pas là-dedans. Attaché à ce que déjà le gouvernement fournisse du carburant aux Français pour aller travailler. Est-ce qu'il faut revoir le droit de grève? Le droit de grève? Ouais. Non, écoutez, je pense que... À partir du moment où on dit la CGT prend les Français en otage, est-ce qu'il faut... Non, notre droit est très bien fait, il donne un pouvoir de réquisition au gouvernement aujourd'hui sur des éléments nécessaires à la continuité des services publics, essentiels pour la nation. On a tous les instruments juridiques. Le problème, c'est que le gouvernement a trop tardé avant de réaliser qu'il y avait un problème dans le pays sur le carburant. Alors, on va parler un peu plus tard. Mais des retards à l'allumage, il y en a eu dans d'autres domaines et il continue d'y en avoir. Alors, Nicolas Sarkozy donne aujourd'hui une interview dans le JDD. Il y a plusieurs points intéressants dans cette interview. Sur la crise de l'énergie, il considère que, sans vouloir jeter la pierre à Emmanuel Macron, qui dit-il a géré la crise, que les choses sont en train de s'améliorer. Est-ce que vous faites les mêmes constats que lui? Non, ça ne s'améliore pas pour nos entreprises. En tout cas, aujourd'hui, il y a un sujet gravissime pour nos entreprises dont je considère que le gouvernement n'en a pas encore totalement tiré la leçon. Il l'a pas compris. Je pense qu'il l'a pas vu parce qu'Emmanuel Macron est aveuglé dans l'idée que la solution sera européenne, ne sera pas. Moi, je pense que c'est une erreur. Donc, à l'issue notamment du sommet européen qui a eu lieu. Oui, mais ce sommet européen n'a, une fois encore, apporté aucun début de solution pour la France. Qu'on achète du gaz ensemble, c'est très bien pour nos besoins de gaz, mais sur le prix de l'électricité pour nos entreprises, les décisions européennes, pour l'instant, n'apportent aucune perspective. À cause du veto, quelque part, de l'Allemagne. À cause du veto de l'Allemagne, qui est dans une position, je trouve, très cynique en réalité, puisque eux savent gérer un prix haut de l'électricité, qui de toute façon sera haut chez eux, puisque leur électricité, elle est entraînée par le prix du gaz plus qu'ailleurs, puisqu'ils consomment plus de gaz que nous pour faire de l'électricité. Donc ils se satisfont de ce dispositif-là et ils ont la capacité de mettre 200 milliards sur la table pour aider leurs entreprises à payer leurs factures. Nous, en France, le gouvernement n'est capable de mettre que 5 milliards d'euros sur la table. 200 milliards d'un côté, 5 milliards de l'autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a aucune réponse à la crise de l'électricité, alors que vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui sont au bord de la faillite. Voilà. Et donc c'est ce que dit le patron réponse de la CGPME sur 150 000 entreprises qui sont... Et bien sûr, franchement, je suis stupéfait que le gouvernement semble ne pas le voir. Vous avez des boulangeries qui sont fermées par centaines dans notre pays. Vous avez des tas de PME qui aujourd'hui ne savent plus quoi faire. Le président de la République a dit lui-même il y a quelques semaines, je crois que c'est le 23 septembre, ne signez rien. Il leur dit quoi aujourd'hui, au lendemain de ce Conseil européen? Il leur dit quoi? Et pourtant, Nicolas Sarkozy, toujours lui, dans le JDD, il approuve le choix de l'exécutif de financer
par un coup de bouclier pour protéger les Français. Oui, mais là, le bouclier dont parle Nicolas Sarkozy, auquel il fait allusion, c'est le bouclier pour les ménages. Et là, effectivement, pour les ménages... Qui est valable en partie pour les entreprises ce également. Bouclier est pour quelques entreprises de moins de 10 salariés. Voilà, mais toutes les autres, il n'y a aucune réponse. L'Allemagne, puisque vous en avez parlé, l'actualité, c'est donc cette crise désormais ouverte entre Paris et Berlin, avec le report signé du Conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir le 26 octobre à Paris, même si le chancelier allemand sera dans la capitale, et les divergences qui se multiplient entre les deux capitales sur les dossiers liés à la défense et à l'énergie. Est-ce à dire que pour vous, l'axe franco-allemand, c'est fini? Oui, c'est en apparence, je dirais, un tournant majeur, puisque aujourd'hui, les Allemands ne font plus mystère du mépris qu'ils ont pour la situation de la France. Mépris à tous les sens du terme. On ne s'occupe plus et on regarde avec de l'autre côté de la frontière avec beaucoup de condescendance et de critique la situation de la France, pays au bord de la banqueroute. La France au bord de la banqueroute? Écoutez, je crois que François Fillon le disait, disait à une époque où on avait 1000 milliards de dettes de moins. Voilà, donc à ma connaissance, ça ne s'est pas amélioré. Donc tout ça nouveau un mépris désormais affiché. Et la seule nouveauté, c'est que désormais, c'est affiché. Le couple franco-allemand, ça fait 10 ans qu'il avait largement du plomb dans l'aile. Il a été maintenu parce que notamment Nicolas Sarkozy arrivait à imposer un leadership et avait embarqué Angela Merkel dans un certain nombre d'actions, notamment au moment de la crise de 2008, 9, 10, 11. Depuis, les économies ont trop convergé pour qu'il y ait quelque intérêt commun. Converger ou diverger? Ont trop divergé, pardon. Et quand vous dites la France est au bord de la banqueroute, alors j'ai envie de vous demander, alors pourquoi vous votez pas et vous présentez pas une motion de censure? Mais une fois encore, ne pas au début de l'émission. Bien sûr, non, mais une fois encore, ne pas rajouter du chaos au chaos. Mais je pense que une motion de censure ne changera rien. On aurait un gouvernement Borne 3, voilà. Et alors, donc, sur l'Allemagne, sur cette crise entre la France et l'Allemagne, c'est la faute à qui? Au chancelier allemand, à la guerre en Ukraine ou totalement à Emmanuel Macron? Mais c'est la faute surtout des mauvais choix qu'a fait la France depuis une dizaine d'années, qui nous ont considérablement affaiblis. Et donc qui fait qu'aujourd'hui, les intérêts sont extrêmement divergents. J'écoute vos leçons. Sont extrêmement divergents entre les deux pays. Et puis, sans doute, ces 5 dernières années, singulièrement, la France d'Emmanuel Macron s'est-elle un peu illusionnée, plus que jamais, dans une idée européenne que les Allemands ne partagent pas. En tout cas, ils ont une autre vision. Pour eux, l'Europe, c'est la poursuite, c'est le lieu de la défense de leurs intérêts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous, c'est le lieu de la défense d'un projet un peu chimérique. Quand vous dites la France est au bord de la banqueroute, ça implique quoi? Et ça va impliquer quoi pour les Français? Mais ça impliquerait un sérieux effort de redressement qui n'est pas fait, une fois encore, notamment à travers cette loi de finances. Puisqu'on est en Europe, on va parler de la Grande-Bretagne. L'échec et la démission de Liz Truss, l'ex-première ministre britannique, c'est une conséquence du Brexit? Oui, incontestablement, c'est une conséquence du Brexit, d'un pays, alors à la fois du Brexit et aussi d'un jeu politique interne, d'un pays qui a ajouté les crises politiques, notamment s'amusant à faire tomber les gouvernements, à la réalité d'une crise et des défis qu'avait à relever l'économie britannique au lendemain du Brexit. Donc voilà, c'est le modèle que je ne souhaite pas non plus pour mon pays. Et puisqu'on est en Europe, on continue. Est-ce que vous dites comme Nicolas Sarkozy, toujours dans le JDD, qu'avec cette guerre de Poutine en Ukraine, nous dansons au bord d'un volcan? Oui, sans doute, sans aucun doute. Aujourd'hui, on est à la merci effectivement de dérapages. Je partage l'analyse aussi que fait Nicolas Sarkozy, la surprise qu'il exprime de voir la présidente de la Commission s'être arrogée un rôle, notamment dans des achats d'armes, etc. Donc, qui est allemande, on précise. Qui est allemande, que ne lui donne pas les traités. Côté va-t-en-guerre de la présidente de la Commission, qui a été assez surprenante. Et d'ailleurs, j'observe que dans l'analyse que fait Nicolas Sarkozy, il y a quand même une critique assez sévère pour le président de la République, un contrepoint sur le fait qu'il n'a pas réagi à temps, alors qu'il était président de l'Union européenne, pour éviter la crise lorsqu'on en était à ses prémices. Contrairement à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy sur la crise géorgienne en son temps. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de vouloir continuer le dialogue avec Poutine?
Oui, évidemment. La France doit continuer à être un acteur de paix dans cette guerre. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète beaucoup de voir qu'il n'y a que M. Erdogan qui soit quasiment en position de dialoguer avec, d'un côté, l'OTAN et de l'autre côté, M. Poutine. C'est assez inquiétant quand M. Erdogan est le seul pouvoir dialoguer avec les deux et à être le faiseur de paix. C'est inquiétant. Et est-ce que vous considérez qu'à un moment donné, peut-être, les Français puis d'autres peuples européens pourraient dire cette guerre, ça suffit, on soutient l'Ukraine, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir penser à autre chose et puis arrêter de vendre des armes à l'Ukraine? Dans la mesure où ça peut éventuellement causer des, non, en tout cas, des dommages importants. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on ait des plans de paix et qu'on ait le sentiment que ces plans de paix existent et qu'il y ait encore des gens pour chercher à organiser la sortie de la guerre. Voilà, pour moi, c'est la priorité absolue. Alors, on revient en France. Il y a eu cette marche contre la vie chère dimanche dernier, cette marche de Mélenchon, la journée de mobilisation syndicale de mardi et ce nouvel appel de la CGT à 2 autres journées de mobilisation, le 27 octobre et le 10 novembre. Est-ce que vous croyez à une crise sociale, un mouvement social de grande ampleur? Est-ce que vous redoutez ce qu'on appelle une convergence des luttes et conduisant à une paralysie du pays? Écoute, oui, pour l'instant, ça n'a pas été un immense succès, le mouvement social de marche contre la vie chère. Mais sur le fond, je pense que oui, il y a malheureusement tous les ingrédients dans notre pays pour un mouvement social. Je pense qu'il est freiné en réalité par le sérieux et l'inquiétude de ce que ressentent les gens. Une fois encore, on parlait de toutes ces entreprises qui sont au bord de la faillite. Les gens ne pouvaient pas aller manifester parce que de toute façon, ils n'avaient pas de voiture et de carburant à dépenser inutilement. Mais oui, là-dessus, on est sur une situation qui, je crois, est extrêmement fragile. Oui, il y a un problème de pouvoir d'achat énorme dans notre pays qui ne date pas d'aujourd'hui. De toute façon, le problème des salaires dans notre pays, ça fait 20 ans qu'il est évident. Est-ce qu'il faudrait indexer les salaires sur l'inflation? Je ne peux pas répondre de manière... Enfin, en tout cas, oui, de manière ou d'une autre, il faut évidemment les réévaluer. Dans la fonction publique, ils sont censés l'être. Donc, qu'il y ait des moments de discussion, évidemment, des conférences salariales pour qu'ils suivent l'inflation. Après, on sait que ça a un effet d'entraînement qui peut être aussi... D'où la question, est-ce qu'il faut le faire? Qui peut être aussi dommageable. Je ne suis pas sûr qu'il fallait le faire de manière automatique, mais en tout cas, il faut évidemment tenir compte de l'inflation. Est-ce que vous sentez dans cette France de 2022, un parfum de l'automne 95? Chaque crise est différente et à chaque fois, c'est les éléments qui la déclenchent sont différents. La question des super profits, elle a nourri aussi beaucoup de revendications. Quand vous avez des écarts de salaire dans notre pays qui sont de 1 à 300, oui, c'est un petit problème. Et chez Total encore plus, hein. Un pour 350, un problème évidemment pour la cohésion du pacte social. Il faudrait limiter l'écart des salaires. Il faudrait limiter l'écart des salaires dans les entreprises. Ça a été fait pour les grands patrons du temps de Nicolas Sarkozy, donc Nicolas Sarkozy qui n'avait pas une vision totalement marxiste et bolchevique de l'économie. Donc oui, dans une société, c'est des choses qui comptent et je pense que le pouvoir actuel est trop aveugle sur ces causes qui est ressenti comme des causes d'une injustice dans notre société. Est-ce que ça veut dire que vous comprenez que le sentiment de déclassement présent chez certaines catégories de salariés? Mais évidemment, ce sentiment de déclassement, il est important. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il est présent dans de plus en plus grand nombre de catégories salariales. Aujourd'hui, en France, non seulement, évidemment, avec le SMIC, on ne vit quasiment pas. Je ne peux pas dire on vit mal, on vit plus qu'on vit mal. Surtout quand on est dans mais même quand vous êtes un couple qui gagnait 2000 € chacun, le moindre pépin vous avez un enfant qui va en études supérieures, et ben vous vous mettez à devoir faire des choix ou à croiser les doigts pour qu'un de vos enfants ait pas envie de faire des études supérieures. Tout ça est terrible. Ça vient de très loin. Ça vient des choix que fait aussi notre économie dans la mondialisation, de l'abandon de notre industrie qui est plus rémunératrice qui remonte à 30 ou 40 ans, hein. Que les services. Oui, 30 à 40 ans avec une accélération, notamment ces quelques dernières années. On a perdu beaucoup de temps.
une économie du tout service, elle paupérise beaucoup plus les gens qu'une économie de l'industrie qui offre des emplois meilleurs. Des entreprises de taille intermédiaire, elles sont plus respectueuses de leurs salariés. Donc on paye aujourd'hui des choix lourds de notre économie. Sur les salaires, Marine Le Pen propose une augmentation de 10% des salaires en échange d'une baisse des charges. Est-ce que c'est une piste qu'il faut mettre en œuvre? Je crois que le gouvernement, ça est un sujet d'ailleurs qui a été mis sur la table pendant l'élection présidentielle par beaucoup de candidats, devra à un moment proposer aux partenaires sociaux un vrai dialogue sur les salaires. Un Grenelle social, un nouveau Grenelle social, un énième Grenelle social? Sur la question des salaires dans notre pays, du partage de la valeur ajoutée, oui, je pense qu'il y a des choses à remettre sur la table. De quelle manière? Avec une conférence donc au ministère du Travail, par exemple, ou à Matignon, réunissant tous les syndicats? C'est à l'exécutif de juger. Ou sinon, ça doit se faire branche par branche. C'est à l'exécutif de juger de la forme. Non, mais vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut une réunion? Quand on regarde l'évolution dans notre pays, même du partage, on a eu ce débat à l'Assemblée, mais il a été un peu hystérisé par l'extrême gauche. Mais quand on regarde effectivement la question du partage de la valeur ajoutée dans notre pays globalement depuis 30 ans ou 40 ans entre les dividendes et les salaires, oui, il y a un partage qui n'est pas totalement juste. Voilà. Donc c'est un sujet à mettre sur la table, à mettre avec sérieux. Ça ne se réglera pas d'un coup de baguette magique, parce qu'une fois encore, en fait, ça vient de choix fondamentaux lourds de notre économie, de l'affaiblissement de notre économie dans la mondialisation. Mais ce sujet, il faut trouver le moyen de le remettre sur la table. Alors, il y a peut-être autre chose qu'il faut mettre sur la table, je vais vous poser la question. Dans ce contexte économique et social tendu, est-ce que la réforme des retraites est encore possible? Comment l'aborder et comment y parvenir? Oui, parce que dans les causes du malaise social, il y a la question des petites retraites. Sur les ronds-points, les 2 premiers week-ends de la crise des Gilets jaunes, de manière assez étonnante, parce que c'est pas une catégorie sociale qui a l'habitude de manifester, bien la moitié des gens étaient des retraités modestes et qui ne s'en sortent plus. Et donc si on veut urgence. Et donc bien sûr, si on veut augmenter les retraites modestes dans notre pays, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire rentrer un peu plus d'argent dans le dispositif pour avoir un peu plus d'argent à redistribuer. Et donc ça suppose une réforme des retraites. C'est la seule raison, je veux dire que si Nicolas Sarkozy insiste là-dessus dans son interview au JDD, c'est la seule façon d'améliorer le sort de nos retraités modestes, c'est une réforme des retraites qui fasse rentrer un peu plus de cotisations. Alors, et plus vite. On va parler de Nicolas Sarkozy. D'abord, Bruno Retailleau, le sénateur LR, il propose, ça fait déjà 3 ou 4 ans, dans le cadre d'un amendement au PLFSS, un départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Moi, je pense qu'il faut, reculer l'âge de la retraite. Je pense qu'il faut le faire. L'âge ne doit pas être un étendard, ne doit pas être un symbole. Nicolas Sarkozy, puisque vous parlez de lui, il dit qu'il vaut mieux passer à 63 ans tout de suite qu'à 65 ans dans 10 ans. Oui, donc je suis plutôt sur ce raisonnement-là, bien sûr. Ce que dit Bruno Retailleau et ce que dit Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, il dit 65 ans. Moi, ce qui me gêne, Emmanuel Macron, il a dit tout et son contraire. Moi, ce qui me gêne quand on parle de 65 ans, par exemple, c'est que 65 ans, ça donne le sentiment que c'est quelque chose d'un peu dogmatique. On ne fait pas une réforme de retraite pour envoyer un signal au marché financier ou pour faire plaisir à la Commission européenne. On fait une réforme de retraite dans l'intérêt des Français. L'intérêt des Français, c'est que rapidement, on ait les moyens d'augmenter les retraites modestes. Et puis, il y a par ailleurs un certain nombre de sujets qu'il faut régler, les fins de carrière, etc. On peut imaginer des choses plus intéressantes qui correspondent vous dites donc, de toute façon, qu'on dit 64 ans, 65 ans, on passe par 63 ans, puisqu'on y va par trimestre. Et donc, moi, je préfère une réforme rapide à une réforme idéologique qui ne se fait pas. Regardez, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Regardez la réforme Touraine, qui a augmenté à 43 années de cotisation. Enfin, c'est 43 années en 2035. Donc, effectivement, le rythme, il est quand même assez lent. Donc, c'est pas ça qui règle réellement Donc, votre position, la question, elle diverge par rapport à la position de Bruno Retailleau? Non, elle ne diverge pas, parce que Bruno Retailleau ne dit pas à quel rythme il faut y aller. Voilà. Et Bruno Retailleau, je crois que non, elle ne diverge pas. C'est une question de calendrier. Le sujet, il est un peu plus subtil que ça. Moi, une fois encore, je veux qu'on ait le souci de faire un peu adhérer les Français à cette réforme. Sinon, le gouvernement se dégonflera. Et puis, il y a un sujet dont on ne parle pas quand même, mais c'est la question des régimes spéciaux. Ouais. Si on fait une réforme des retraites, il faut y mettre les régimes spéciaux qui ne sont pas dedans. Ce serait vécu comme une grande injustice pour les Français. A priori, c'est ce qui est prévu d'après ce qu'on nous dit par le gouvernement.
Mais en tout cas, à quelles conditions vous Enfin, pourriez... à quelles conditions? Enfin, pardon, là encore. À quelles conditions vous pourriez voter la réforme des retraites que compte présenter le gouvernement début Non, je voterai une réforme. Je vous dirai si non, mais je à quelles vote. conditions? Quelles sont vos conditions? Eh ben, je vous dirai si je vote une réforme des retraites quand je connaîtrai le projet que le gouvernement met sur la table. Moi, je vous dis, il y a effectivement, oui, il faut que ce soit une réforme des retraites qui a un effet redistributif rapide. Deux, il faut prendre compte évidemment des carrières longues, sujet que la droite a mis sur la table dans la réforme de 2003 faite par François Fillon. Et puis, il y a un sujet très important qui est la fin de carrière, parce que là aussi, si on demande aux gens de travailler un peu plus longtemps, il faut écouter, prendre en compte leur capacité réellement à travailler. Donc, la question notamment des retraites progressives. Aujourd'hui, on a deux systèmes. On a une retraite progressive d'un côté, où on a un cumul emploi-retraite de l'autre. Ça marche pas bien. Il faut aussi remettre ça à plat pour répondre à cette aspiration en fin de carrière de pouvoir travailler moins et cumuler retraite partielle et activité partielle. Alors, à 1 mois et demi de votre congrès, qui doit désigner votre prochain président, Nicolas Sarkozy, encore lui, il dit souhaiter dans son interview au JDD, qu'Emmanuel Macron se tourne vers la droite, et il dit de façon plus franche, et aimerait, c'est toujours Nicolas Sarkozy qui parle, le voir franchir le Rubicon pour conclure un accord politique avec LR, avec votre parti. Est-ce que vous êtes prêt à un tel accord politique? Est-ce que vous êtes prêt à franchir le Rubicon en direction d'Emmanuel Macron? D'abord, je me félicite que Nicolas Sarkozy ait dit dans cette interview qu'il était toujours adhérent, qu'il était membre des Républicains. On va en parler. Qu'il était membre des Républicains. Bon, d'accord. Mais il ne veut pas prendre position. Non, mais il ne veut pas prendre position, mais il dit qu'il est. On va en parler ça. Mais d'abord, qu'il est membre des Républicains, que c'est sa famille politique et qu'il ne la quittera pas. Voilà. Et moi, je suis de ceux qui sont attachés à la personne de Nicolas Sarkozy, à son bilan. Un attachement familial, on va dire. Non, attachement tout à fait personnel. J'étais son collaborateur et donc voilà, je suis attaché à Nicolas Sarkozy. Alors donc sur ce qu'il dit, est-ce que la question, est-ce que vous êtes prêt à franchir le Rubicon en direction d'Emmanuel Macron? Cette question, elle a été tranchée de manière claire au début pour nous. C'est-à-dire, on n'a pas. C'est qu'on a vocation, les Républicains, la droite a vocation à être une alternative à Emmanuel Macron. Si nous ne sommes plus une alternative, il ne restera comme alternative que Madame Le Pen. Donc nous avons vocation à être une alternative. J'observe d'ailleurs que Nicolas Sarkozy invite la droite à être de droite, en disant que quand la droite est de droite, elle ne laisse plus d'espace à l'extrême droite. Et donc, il remarque que quand il a été candidat, le Front National n'était pas au second tour. Et donc ça doit être notre projet politique. C'est à ça aussi que Nicolas Sarkozy nous invite dans cette oui, mais lui, il verrait d'un bon œil. Non, laissez-moi finir. Il verrait d'un bon œil un accord entre vous et Emmanuel Macron. Écoutez, c'est une injonction qu'il fait, une suggestion qu'il fait au président de la République. Cette interview de Nicolas Sarkozy, elle aura été à l'égard du président de la République, on peut y voir une certaine malice, puisque déjà, elle ressemble beaucoup à un réquisitoire. Une critique forte du président de la République sur la question sur ses choix en matière de nucléaire. Critique forte du président de la République actuelle sur sa politique de la dette et de non-réduction de la dépense publique. Critique forte du président de la République sur le fait qu'il a été incapable de faire une réforme des retraites. Et critique de sa gestion de la crise en Ukraine. Donc visiblement, je sais que la Sarkozy, après, s'efforce d'enrober tout ça dans un propos aimable à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais enfin, en tout cas, ça ressemble plutôt à un réquisitoire. Je serais Emmanuel Macron, je ne serais pas totalement ravi à la lecture de ce texte. Après, moi, j'assume une différence de point de vue avec Nicolas Sarkozy. On poursuit quand même. Il dit quand même, il assume dans cette interview au JDD d'avoir soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle. Il ajoute, si c'était à refaire, je le referai. Est-ce que en disant ça, en faisant d'autres déclarations, il joue contre son camp, contre LR, contre les élus et les militants qui s'apprêtent à désigner leur président? Moi, j'ai eu une divergence que j'assume totalement, malgré le respect et l'affection que j'ai pour lui avec Nicolas Sarkozy. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer en direct avec lui à au moins 3 reprises depuis ses déclarations. Sur la présidentielle, vous voulez dire? Oui, sur la présidentielle. Bon, en même temps, il prenait acte du fait que c'était... de Valérie Pécresse. Oui, enfin, le moment où ce non-choix s'est exprimé, en même temps, il n'y avait plus beaucoup d'espoir. C'est l'explication qu'il en donne. Après, moi, j'assume une différence totale de perception d'Emmanuel Macron avec Nicolas Sarkozy. Quand il dote Emmanuel Macron des vertus de calme et de modération, c'est pas le même Emmanuel Macron que nous fréquentons. Je pense qu'il sous-estime l'image d'Emmanuel Macron dans l'opinion. C'est quoi son image dans l'opinion? Emmanuel Macron a été un président de la République qui a beaucoup fracturé le pays, qui a beaucoup exacerbé les divisions. Quand il dit dans les gares vous croisez des gens qui ne sont rien, quand il parle des Gaulois réfractaires, quand il dit qu'il n'y a à traverser
traversé la rue. C'est un président qui a en réalité beaucoup irrité le pays. Et pourtant, il a été réélu. Qui a irrité le pays, oui, qui a irrité le pays et qui surtout, le plus grave chez Emmanuel Macron, à mes yeux, c'est une sorte de déni de réalité. Quand Emmanuel Macron ne voit pas que l'immigration est un problème pour les Français au quotidien, quand il ne voit pas qu'il y a un problème aujourd'hui, effectivement, sur la question du pouvoir d'achat de nos compatriotes, en réalité, on a un président de la République qui est hors sol, qui ne vit pas au milieu des Français, donc il ne les comprend pas. Et là-dessus, je pense que j'ai une vraie divergence d'appréciation avec Nicolas Sarkozy. Et comment vous expliquez cette différence d'appréciation? Sarkozy est un ancien président de la République. Il parle aussi. Voilà, on n'est pas dans la même position. Je le dis avec d'ailleurs beaucoup d'humilité. Nicolas Sarkozy, il est à mes yeux aussi le seul chef d'État, ancien président de la République en réserve de la République. Et donc, en réserve, ça veut dire qu'il pourrait revenir un jour. Et donc, non, enfin, ça veut dire, je n'ai pas dit non d'ailleurs. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous l'avez dit, j'ai entendu. Hein. Je viens de dire Nicolas Sarkozy est le seul, objectivement, homme d'État en réserve de la République, c'est-à-dire avec une stature qui s'impose à tous, un peu au-dessus de la mêlée. Mais qui s'impose à tous, pas forcément. C'est sa vocation. Pas forcément, il s'impose ni à Pradier, qui est candidat à la présidence de LR, ni à Bruno Retailleau, qui, je le cite, si Nicolas Sarkozy a envie de quitter LR, qu'il le fasse, je ne le retiendrai pas. Vous dites la même chose ? Certainement pas. J'ai dit tout le contraire et que j'ai dit à la fois mon attachement, mon respect pour Nicolas Sarkozy. Je suis pas de ceux qui veulent ajouter de la zizanie à la zizanie de ma famille politique. Et la zizanie, c'est qui est-ce qui contribue sur Bruno Retailleau? Non, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire que de dire du mal de Nicolas Sarkozy. Et est-ce que vous confirmez, puisqu'on parle de l'élection à la présidence de LR, que comme Laurent Wauquiez, vous soutenez Éric Ciotti comme candidat à la présidence de LR? Moi, je me suis astreint à une position de neutralité. J'ai deux députés qui sont deux amis qui sont candidats. Je m'entends très bien avec Bruno Retailleau, avec qui je travaille de manière quasi quotidienne. Donc, il est hors de question pour moi de m'en mêler. Ma seule aspiration est qu'on ne surjoue pas les lignes. En revanche, il y a quelque chose, moi, qui me paraît important, et c'est vraiment un appel que je lance d'ailleurs à ces candidats. Moi, je pense qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, ce qui nous a fait échouer dans le passé, c'est pas Nicolas Sarkozy qui lui nous a fait gagner. Et je sens que vous allez parler de la présidentielle. La dernière élection, mais voilà, c'est de ne pas vivre pendant 5 ans dans une compétition entre prétendants, de ne pas nourrir des jeux d'ego pendant 5 ans, qui eux-mêmes se sentent obligés de créer des débats de ligne qui n'existent pas parmi nous. Donc moi je souhaite que les candidats à l'élection à la présidence du mouvement nous précisent rapidement leur calendrier et leur méthode pour choisir ce candidat, étant entendu que moi, à titre personnel, je souhaite que ce choix, il intervienne le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi? Le choix, attendez, on précise les choses pour nos éditeurs qui n'ont peut-être pas tout compris. C'est-à-dire que le choix du candidat de LR à la présidentielle, donc Éric Ciotti dit il faudra qu'il soit fait avant l'été, d'après ce que je comprends. Très rapidement. Je ne sais pas si en tout cas, très rapidement, en 2023. Moi, je pense qu'effectivement. Et vous? En tout cas, moi, je ne souhaite absolument pas qu'on reparte dans 5 ans. Et donc, vous vous rendez compte que 8 mois avant l'élection présidentielle, on se demandait quelle méthode on va choisir de désignation. Tout ça est absolument lamentable. Il ne faut pas s'étonner d'avoir perdu. Donc, Éric Ciotti dit, moi, je veux que ce soit Laurent Wauquiez qui soit candidat et qu'on le choisisse durant l'année 2023. Et vous? Est-ce que vous êtes vous connaissez mon affection pour Laurent Wauquiez. Je la réexprime, je n'en ai jamais fait mystère. Et je pense que oui, Laurent a énormément de qualité pour être notre candidat. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que ce choix, il soit fait le plus tôt possible et qu'on arrête de nourrir ce spectacle permanent d'espèce de jeu d'ego dans notre famille politique qui nous rend totalement inaudibles des Français. Et vous, il faut un petit peu d'ordre, un peu de collectif dans notre famille politique et qu'on en sorte avec ces jeux d'ego qui sont insupportables et qui ne font absolument pas avancer. Parce que tant qu'on est sur des jeux de nombril, de posture, d'ego, etc., on ne répond pas aux attentes des Français, à leurs questions. Et donc votre choix, c'est Laurent Wauquiez? Ce sera volontiers Laurent Wauquiez s'il est candidat à ce soutien des Républicains.
Et donc, qu'est-ce que vous faites des autres candidats potentiels, notamment Xavier Bertrand, qui lui aussi... Ils ont le droit d'être candidats, mais une fois encore... Mais une fois que vous aurez choisi votre candidat, qu'est-ce qui se passe ? Il a le droit, mais Xavier est toujours adhérent des Républicains, donc il a le droit de participer à cette compétition, mais qu'on tranche tout ça rapidement et que derrière, on ne forme qu'une seule équipe, qu'on soit au service de celui qu'on aura choisi comme leader et que voilà, qu'on mette un petit peu d'ordre dans tout ça, mais repartir comme la dernière fois, comme pour 2022, avec des espèces d'écuries qui passent leur temps à se glisser des pots de banane, je ne souhaite pas ça pour ma famille politique, qui a un rôle important à jouer pour ce pays. Laurent Wauquiez, qui est pourtant rattrapé par cette affaire du dîner fastueux à 100 000 euros, 1 000 euros par convive, financé par sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'un candidat potentiel à la présidentielle, qui dit vouloir redresser les finances de la France, peut se comporter ainsi ? Je crois qu'il a largement redressé les finances de sa région. Voilà, et que donc... voilà, pas d'autres commentaires à faire sur... Est-ce que ça risque pas d'amébler son image, éventuellement, de se faire doubler dans la course par Xavier Bertrand, par exemple ? Sur cette affaire, mais je ne sais pas, mais en tout cas, il se fera doubler par la course par je ne sais qui. Mais en tout cas, que rapidement on règle cette question. Non, Laurent Wauquiez a une gestion exemplaire de sa région. J'évite juste de dire des vacheries sur mes amis, donc vous n'y arriverez pas. Non, mais 100 000 euros, parce que il a réduit. La réalité, c'est que Laurent Wauquiez a réduit les dépenses de fonctionnement, mais très importantes dans sa région, pour augmenter les dépenses d'investissement. Voilà, c'est l'essentiel. Le reste, pas de commentaire de ma part. Donc 100 000 euros, c'est pas grave. Pas de commentaire de ma part. Pas de commentaire. Puisqu'on parle de la présidentielle, j'aime pas qu'on parle trop de politique politicienne, mais est-ce que le candidat de votre famille politique, ça peut pas être Bruno Le Maire ou Édouard Philippe ? Certainement pas. Ce sont des gens qui nous ont trahis, qui n'ont pas montré, trahison en soi, c'est arrivé à d'autres, mais en tout cas qui ont montré qu'ils n'avaient pas de colonne vertébrale à cette occasion. Ils ont été capables de faire une politique qui est exactement le contraire de ce qu'ils prétendaient soutenir. Donc c'est pas ce que pensent vos électeurs, donc c'est totalement impossible. Une grande partie de vos électeurs ont voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Oui, dans des circonstances très particulières, avec un réflexe conservateur, d'un pays en guerre, d'un président qui a utilisé cette crise pour dire qu'il fallait pas changer de cheval pendant la guerre. Voilà, mais je pense qu'à droite aujourd'hui, on a des électeurs de droite partout. Il y a des électeurs de droite chez Emmanuel Macron, c'est évident. Ceux d'Éric Zemmour sont à 100% nos anciens électeurs. Et chez Marine Le Pen, il y a des électeurs de droite qui veulent juste un candidat de droite. Voilà. Donc moi, je pense que le rassemblement des électeurs de droite, c'est à nous de le faire. Est-ce que, comme Éric Ciotti, vous aurez pu choisir Zemmour plutôt que Macron? Je n'ai pas répondu à cette question à l'époque, pas pour y répondre aujourd'hui. Enfin, ce qu'exprimait Éric à l'époque, c'est qu'il voulait un candidat de droite au second tour de l'élection présidentielle. Donc Zemmour plutôt de droite ou d'extrême droite? Écoutez, Zemmour a été dans une logique à vouloir faire l'union de la droite et de l'extrême droite. Moi, je pense que ça n'a pas marché. Il n'a pas été élu. Vous auriez voulu que ça marche? Moi, je pense qu'il faut faire... non, moi, j'ai malgré tout soutenu Valérie Pécresse. Ouais. Je pense que notre défi, c'est de refaire... Moi, je crois très sincèrement... C'est la raison de mon combat aujourd'hui à la tête du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que la France est à droite. Nicolas Sarkozy fait d'ailleurs aussi ce constat. Je pense que les électeurs de droite, il y en a partout. Il y en a chez Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé. Il y en a chez Marine Le Pen. Il y en a chez Éric Zemmour. Il y en a encore un peu aux Républicains. Et que en fait, c'est un candidat de la droite républicaine qui sera le mieux placé pour dépasser les 50% et être élu président de la République. Voilà. Est-ce que l'accession au pouvoir de Giorgia Meloni en Italie, à la tête d'une coalition droite-extrême droite, peut être un modèle pour LR? Non, parce que c'est pas du tout la même histoire. Madame Meloni est une ancienne ministre de Monsieur Berlusconi, ce qui est pas, donc on n'a pas exactement la même histoire. En réalité, ils ont tous déjà gouverné ensemble. Monsieur Salvini, il a même gouverné avec l'extrême gauche, avec l'extrême centre. Donc c'est pas du tout la même histoire. Et je pense que si Madame Le Pen devait gagner une élection présidentielle, elle a déjà eu 3 fois l'élection de... Non, pardon, je m'en perds. 3 fois. Oui, 3 fois l'élection de la élection présidentielle, elle ne l'a pas gagnée. Donc je pense que c'est pas ça la bonne recette. Au passage, Emmanuel Macron est depuis aujourd'hui jusqu'à demain en visite officielle en Italie et au Vatican, et il a choisi de ne pas rencontrer Giorgia Meloni. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce qu'il a raison?
Non, il aura gouverné, il aura au sein de l'Union européenne à s'entendre avec l'Italie. Ouais. On est fâché avec tout le monde aujourd'hui en Europe. Emmanuel Macron, sur la scène internationale, a fâché la France avec tout le monde. Donc il serait peut-être temps de respecter un peu le vote des électeurs et d'essayer de s'entendre un peu plus, d'avoir des alliés, ça ne fait pas de mal. Il aurait dû la rencontrer dans le cadre il aurait dû la rencontrer, il aurait dû respecter le choix des Italiens, évidemment. C'est ridicule. C'est ridicule. Et alors donc, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron par rapport aux relations avec l'Italie? Puisqu'il y a déjà des problèmes avec l'axe franco-allemand, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver? D'arrêter de nous fâcher avec tous nos partenaires européens, tous nos partenaires africains. On est aujourd'hui fâchés avec tout le monde. On est juste gentiment alignés sur l'OTAN et M. Biden. Voilà. Ah, vous préférez Mélanie à Biden? Peut-être pas dire ça. Non, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, la France n'émet plus aucune voix singulière dans le monde, alors que ce monde aurait besoin de retrouver quelques repères. Je pense que la position gaullienne de la France aurait besoin de s'exprimer de nouveau, de se faire entendre. Elle ne se fait plus entendre. La France n'a plus aucun leadership nulle part dans le monde. Voilà, tout ça est un peu triste. Puisqu'on a parlé d'Édouard Philippe à l'instant, il a été placé sous statut de témoin assisté par les juges de la Cour de justice de la République. Il a échappé ainsi à la mise en examen dans la gestion de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et comment gère-t-on une crise sanitaire ou une crise tout court quand on a le risque judiciaire sur le dos? Le risque judiciaire, on l'a au quotidien sur le dos quand on fait de la politique, quand on accepte des responsabilités. Vouloir accéder aux responsabilités, c'est aussi accepter ces responsabilités-là. Donc pour moi, c'est, il faut. Est-ce que vous constatez pas une judiciarisation de la vie politique? Écoutez, quand j'étais jeune étudiant, j'ai fait un mémoire de DEA sur la responsabilité pénale des élus. C'était il y a 30 ans, un sujet pas nouveau, et ma conclusion, c'était qu'accéder aux responsabilités, c'était aussi accepter la responsabilité pénale. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ce que j'observe, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que la France n'était pas préparée à cette crise. La France n'était pas préparée. Ce gouvernement ou précédent avait supprimé l'établissement public qui devait nous préparer aux crises sanitaires. Il y avait depuis des années, sous la présidence de Chirac, quand on a vu les premiers épisodes de virus venant de Chine, on avait des stocks de masques très importants pour les personnels soignants, pour les Français. Tout ça avait disparu. Et cette incurie, les Français l'ont vécu en direct, donc on peut difficilement la cacher. Alors, il y a dans l'actualité cette polémique autour de l'assassinat épouvantable de la petite Lola, à laquelle ont pris part l'extrême droite, mais aussi la droite, avec à travers la question du député Éric Pauget. Oui, que je lui avais demandé de poser d'ailleurs. Ouais, oui, tout à fait. Avec des déclarations aussi d'Éric Ciotti, de Bruno Retailleau. Les parents de Lola, de cette petite Lola, de cet enfant martyr, ont dénoncé l'instrumentalisation de l'assassinat de leur enfant et ont même invité Gérald Darmanin demain à ses obsèques. Est-ce que vous ne regrettez pas, quelque part, d'avoir pris part à cette polémique? Non. Cet assassinat effroyable a suscité énormément d'émotions dans notre pays. Et il fallait être aveugle pour ne pas le voir. C'était sans doute pour beaucoup de Français, le meurtre de trop dans notre pays. Mais est-ce que vous dites le meurtre de trop ou le meurtre où vous dites c'est la faute à l'immigration, comme ça a été dit par non, c'est le meurtre de trop. Parce que la polémique, elle a été autour de ça. Et venant, oui, oui, mais vous voyez, je pense que le gouvernement a eu tort de se cacher derrière le refus de participer, etc. Enfin, c'est les parents qui ont demandé, qui ont dit pas d'instrumentalisation. Oui, au bout d'un moment, parce qu'effectivement, peut-être que certains sont allés un peu loin. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai pas souhaité qu'on participe à quelques marches, mais ne pas exprimer d'indignation. Je voudrais juste faire un parallèle. Je voudrais faire un parallèle que M. Darmanin et M. Dupond-Moretti et que M. Macron semblent avoir oublié. En 2017, vous avez eu un meurtre, un assassinat par un terroriste à la gare Saint-Charles de Marseille de deux jeunes filles de 20 ans qui s'appelaient Laura et Morane. Qu'a fait le gouvernement? Il a demandé la tête, il a limogé un préfet de région qui était un grand préfet, qui avait été secrétaire général du ministère de l'Intérieur, parce que ce préfet n'avait pas pris d'OQTF. Voilà, donc on lui a reproché et on l'a viré, on l'a limogé. Donc ça veut dire que l'État a su reconnaître sa responsabilité. Donc ça veut dire que là, Gérald Darmanin aurait dû partir et Éric Dupond-Moretti je ne dis pas ça, mais je dis qu'il est aussi indécent de la part du gouvernement de faire semblant de ne pas entendre, de ne pas voir qu'il y a une responsabilité, que je dis collective, dans ce meurtre. Et quand j'entends M. Dupond-Moretti inventer une classification des obligations de quitter le territoire français entre celles
celles qui devraient être exécutées et celles qui n'auraient pas à l'être, je trouve ça totalement surréaliste. Mais Voilà. le procès, Une obligation de quitter le territoire français, ça doit être exécuté, et sinon c'est un échec de l'État. Au QTF, Zemmour et d'autres ont dit l'immigration tue à travers cette affaire. Vous dites la même chose ? Moi, je ne fais pas de raccourci violent et brutal qui pourrait aussi blesser des gens. Ce qui tue, c'est peut-être l'incurie de l'État, en revanche. L'incurie de l'État, et donc vous avez accusé Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin. Je les ai accusés de ne pas prendre la mesure de l'émotion que suscitait ce drame et de ne pas une fois encore, c'est le grand défaut d'Emmanuel Macron et c'est ce qui explique la montée des extrêmes. Et j'espère que dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'ailleurs de démarche cynique de leur part à ne pas exprimer. C'est-à-dire que quand à un moment, face à un drame qui bouleverse tous les Français, le gouvernement n'exprime pas de manière plus volontaire une forme une compassion. Mais a priori, on l'a entendu, cette compassion, y compris de la part d'Emmanuel Macron, qui a reçu les parents, de la part d'Elisabeth Borne à l'Assemblée, des ministres et des ministres compétents. Une fois encore, il y a quand même un drôle de deux poids et deux mesures entre le préfet Comet qu'on limoge parce qu'il n'a pas pris de QTF et le fait qu'aujourd'hui, il y avait une QTF, personne ne l'a exécuté, mais c'est un problème pour personne. Non, oui, il y a un problème et tout ça contribue à radicaliser nos concitoyens. Moi, je ne souhaite pas qu'on alimente la radicalisation des Français. Et c'est ce qui me gêne le plus dans l'action d'Emmanuel Macron. C'est là que je disais tout à l'heure que je ne partageais pas l'espèce de mansuétude de Nicolas Sarkozy à son égard. C'est que je considère que Emmanuel Macron, trop souvent, alors allez, peut-être est-ce involontaire, peut-être est-ce parce qu'il ne vit pas au milieu des Français, qu'il n'a jamais réellement vécu au milieu des Français d'ailleurs, qu'il ne comprend pas ce que ressentent les Français, mais tout ça aboutit à radicaliser les Français et à les pousser de temps en temps, quand sur les sujets économiques, dans les bras de M. Mélenchon, et sur les sujets qui relèvent, on va dire, du régalien, dans les bras de Mme Le Pen. Moi, je souhaite autre chose pour mon pays. Merci Olivier Marleix d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.